Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des violents heurts ont éclaté ce mardi en plein cœur de Douala. Des conducteurs de moto réticents à une opération d'assainissement ont mis le feu aux poudres. L'intervention musclée des forces de l'ordre, l'utilisation du gaz lacrymogène et des jets d'eau ont eu du mal à calmer les ardeurs des esprits surchauffés. Le récit d'une folle journée, c'est à suivre en ouverture de ce journal. L'armée camerounaise réagit après la publication du rapport de Human Rights Watch faisant état des témoignages et autres allégations sur des viols, meurtres, destructions perpétrés il y a un an par les éléments de force de défense et de sécurité. L'armée camerounaise jure qu'elle n'a mené qu'une opération de bouclage dans une base terroriste clairement identifiée, mais les États-Unis préoccupés exigent une enquête immédiate pour faire la lumière sur cet incident présumé et les actes de violence perpétrés contre des civils. On fait le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une opération d'assainissement du secteur des mototaxis a mal tourné ce mardi en plein cœur de Douala. Certains conducteurs de motos réticents à cette opération ont provoqué du grabuge. Ils ont posé des barricades sur la voie publique. Ils ont mis le feu sur des pneus afin de manifester leur désapprobation face à une telle opération d'assainissement du secteur des mototaxis. La situation a dégénéré, suscitant l'intervention musclée des forces de défense et de sécurité. Le récit des faits avec nos reporters Innocent Abega, Raoul Foué, Farel Bounia et Vivien Tonfac. Regroupés à différents coins de la rue, entre le carrefour JP2 et Église à Douala, des conducteurs de mototaxis sont dispersés par des tirs de dissuasion, des jets d'eau et de gaz lacrymogène. Ces conducteurs d'engins à deux roues se mobilisaient pour prendre les rues d'assaut afin de s'indigner de l'approche adoptée dans la mise en œuvre de l'opération d'assainissement de leur secteur d'activité. Le problème se pose qu'on ne nous a pas avisé des histoires de permis de conduire. Et présentement, ils sont venus brusquement. Et ce qui est marrant, qu'on nous tape même et on nous blesse. On prend nos motos partent pour rien. Il nous a d'abord demandé de faire le permis. Ce n'était pas le problème. Tu vois, non? On n'a pas refusé. Il nous a dit ceci, qu'il y a trop d'étrangers parmi nous. Que justement on doit sortir avec, non pas le gilet, la facture de la moto, plus cas d'arrêté. D'abord, nous on a accepté. Mais aujourd'hui on explique que non. On prend nos frères bensiquineurs et débarque le matin, ils sortent, on ramasse les gens n'importe comment. Déjà en matinée, de vives altercations ont opposé mototaximen, agents de la communauté urbaine de Douala et responsables de syndicats de mototaxis, déterminés d'extirper de leur milieu les hors-la-loi. Seulement, les victimes de l'opération de contrôle de permis de conduire et de l'impôt libératoire disent n'avoir pas été avisés à temps. Nous, on est arrivé à Douala, on nous a dit que faisait l'impôt, nous on a fait l'impôt. D'autres ont dit que non, le faire l'impôt c'est à quoi? Entrer dans les camps, on est entré dans les camps, on a payé les choisis. Mais aujourd'hui on se lève un matin, on décide que non, nous on va faire les permis aujourd'hui, on a besoin du temps parce qu'on nous a donné on nous a dit que le permis c'est dans les 25 000 francs. On nous a demandé, donnez-nous le temps. Et actuellement nous sommes en train de traverser une crise. Malgré les réticences, les responsables des syndicats de mototaxis ne sont pas prêts à reculer. Si vous les interpellez, tous ceux qui sont en train de descendre ici sont ceux qui ont les papiers. Ceux qui partent se regrouper de groupe en groupe pour venir attaquer les comptoirs, ce sont ceux qui ne veulent pas accepter que la mission continue. Mais nous voulons les rassurer, on ne s'arrête pas. Les échauffourées ont conduit à l'interpellation d'une vingtaine de personnes. Plusieurs autres, selon des témoins, ont été blessés à la suite de bastonnades. Les commerces situés entre le carrefour à JB2 Églises sont restés fermés pendant une bonne partie de la journée. L'intervention des forces de l'ordre a permis de rétablir le calme. Mais les conducteurs de mototaxis réticents
n'ont pas renoncé à leur projet de manifestation. Et ces conducteurs de moto sont souvent impliqués dans des cas d'agression qui se multiplient, notamment dans la banlieue de Newton Aéroport 2. Là-bas, les populations se plaignent d'une montée inquiétante de l'insécurité. En l'absence de l'intervention des forces de l'ordre, les populations se sont organisées en comité de vigilance pour mener une véritable chasse à l'homme avec les risques qu'encourent les noctambules dans cette partie de la ville de Douala. Reportage, Warren Zede et Sédek Ding. Quartier Newton Aéroport 2, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Cette partie de la capitale économique est la proie de l'insécurité et les populations vivent la peur dans le ventre. Le dernier cas en date étant l'incursion du gang dit des microbes qui se sont livrés à des actes de pillage de toutes sortes. Pendant que nous regroupions, malheureusement, les microbes sont entrés. Donc le temps de faire, de passer des informations aux uns aux autres, de se préparer et de revenir vite, les gars avaient déjà commis les forfaits. Et il faut noter ici qu'une fois de plus, c'est toujours avec la complicité des gens du quartier. Parce que la personne qui nous donne l'information nous oriente ailleurs. Ça concerne donc les autorités. C'est les autorités qui vont faire le genre de Tchavala derrière. Quelqu'un ne peut pas se mettre devant et dire que c'est tel, c'est tel. Puisque lui aussi, là, il protège sa famille. Il ne peut pas se livrer comme ça devant les gens. Les populations crient leur ras-le-bol et pointent du doigt le laxisme de la chefferie qu'ils accusent d'entretenir le phénomène. Des accusations auxquelles Abdou Ramanou, chef de 3e degré, a souhaité apporter des éclaircies. Ça résiste toujours, il faut le reconnaître, parce qu'il y a certains parents ici qui sont même des complices. Parce que c'est facile de dire n'importe quoi, mais parmi ces gens, leurs enfants étaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils un seul jour dénoncé leurs enfants? Jamais. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a les vendeurs de drogue ici qui sont aussi au quartier. Je cite d'abord le nom de celui qui est dans le couloir, là, on l'appelle. C'est Issa ou c'est qui là? Sani. Il faut qu'on le dise. J'ai demandé qu'on me donne son numéro. Parce que dans tous les cas, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut qu'il quitte le quartier ou je vais l'arrêter. Un avis du chef de quartier partagé par une frange de la population, convaincu que la racine du mal est au niveau de l'éducation parentale. Il y a d'abord le désordre total sur nos enfants du quartier et que c'est nous les parents qui les permet d'être dans ces circonstances que vraiment les enfants s'engagent et que ça devient le désordre total. Parce que quand nous, les hommes de sécurité, les prennent, c'est eux, les parents, qui courent. Ils viennent vers nous, oh c'est l'enfant de tel, oh c'est notre enfant, oh c'est ceci, oh c'est cela. Un problème d'insécurité qu'Abdou Ramanou a décidé de prendre à bras le corps. Pour entrer dans tous les quartiers de Newton Aéroport, les gens passaient par le quartier Newton Aéroport 2. Il se trouve aujourd'hui que lorsque les gars ont commencé, je veux dire, ces bandits de grands chemins ont commencé à menacer le quartier, j'ai alerté plusieurs fois, ça n'a pas pris. Mais je dis ici qu'il faut aussi, je dois apprécier le comportement des jeunes qui se sont levés par centaines et ont dit trop c'est trop, cette fois-ci, il faut que le chef nous donne le mot d'ordre. Nous avions donc tenu une réunion de crise. Une réunion qui aboutira à la mise sur pied d'une unité de jeunes du quartier chargée de traquer les malfaiteurs dans cette partie de la ville et à la récupération des biens de certains habitants. Vous allez voir beaucoup de choses que nous avions saisies. Il y a beaucoup de matériel saisi, en fait, je veux dire les trucs volés. Matelas, chaussures, marmites même. Et nous avions déjà fait arrêter plusieurs, y compris même des dealers. Si l'unité de traque du quartier Newton Aéroport 2 peut déjà se vanter d'avoir récupéré un bon butin, beaucoup reste cependant à faire pour sécuriser cette partie de la ville, réputée le fief de l'insécurité. Cela s'apparente à un conflit de compétences sur la gestion de la crise sanitaire en milieu scolaire, en exigeant la fermeture des écoles maternelles pour résurgence de Covid-19. La mairie de Douala 1er a essuyé de vives critiques. Les autorités administratives l'accusent d'incompétence, lui reprochent une prise de décision inappropriée et sans concertation, pouvant nuire à la cohésion sociale. Un protocole sanitaire a été édicté pour une réouverture immédiate des écoles maternelles afin de permettre aux enfants de bénéficier de l'encadrement de leurs instituteurs. Reportage, Kediara. C'est une séance de désinfection des écoles maternelles municipales bilingues de Daïdou, groupe 1 et 2,
qui aurait été banal si cette école n'était pas depuis le début de cette semaine au cœur d'un scandale qui menace d'éclabousser Lengue Malapa, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Au début de cette affaire, qui s'annonce scabreuse, une décision du maire de Douala 1er qui annonce la fermeture jusqu'à nouvel ordre des écoles maternelles communales de son territoire pour cause de Covid. La décision prend de court les parents d'élèves, un vent de panique s'installe, les autorités éducatives et sanitaires de la ville qui n'en étaient pas informées sont interpellées. La pression monte et un peu plus tard dans la soirée, une nouvelle note de service est produite par le maire de Douala 1er qui fait rétropédalage et annonce cette fois une suspension momentanée des cours au sein de ces écoles afin de procéder à leur désinfection. Dans la même note de service, il précise que les cours reprendront le lundi 8 mars. Face à cette succession de notes de service, ce mardi matin, le délégué régional de l'éducation de base pour le littoral monte au créneau et accuse le maire Malapa de saper son autorité et de violer le principe de la décentralisation. Une mesure pareille est prise sans la collaboration d'un seul technicien, d'un seul responsable de la chaîne de supervision éducative. C'est pourquoi j'ai estimé que cette mesure a été hâtive, non concertée et surtout inappropriée. Pour ce professionnel de l'éducation, le maire n'a pas qualité à s'immiscer dans son secteur de prédilection, c'est d'autant plus qu'un protocole destiné à la gestion des cas de Covid au sein des écoles a été mis sur pied dans la région du littoral. Au sein du ministère de l'Éducation de base, nous avons le protocole anti-Covid, qui est un protocole qui a été arrêté dans le cadre de la gestion locale de la survenue des pandémies dans nos écoles. En cas de survenue, n'est-ce pas, d'un cas, nous sommes alertés, l'équipe régionale est alertée, on prend toutes les dispositions conformément n'est-ce pas, à notre dispositif de lutte contre le Covid-19. Et très souvent, ça porte des fruits. C'est pourquoi j'ai été obligé de demander à mes collaborateurs, les inspecteurs d'arrondissement et délégués départementaux, de procéder dès aujourd'hui à la réouverture de ces écoles. Et pour cela, un ensemble de mesures seront mises en application dès ce mercredi matin. Procéder au testing massif des enseignants et des élèves, d'extirper les cas déclarés Covid positifs et d'assurer leur isolement. J'ai demandé que le processus d'enseignement-apprentissage reprenne d'avec ceux-là qui ont été testés négatifs et d'admettre progressivement tous ceux qui sont testés positifs au fur et à mesure qu'ils font un test ou qui présentent un bulletin négatif. Comme pour désavouer un peu plus le maire de Douala 1er, Benjamin Boutou, le préfet du département du Vouri, va signer à son tour un arrêté portant fermeture des écoles maternelles communales de Douala 1er et rapporté pour atteinte à la cohésion sociale nationale et incompétence de son auteur, en l'occurrence le maire de Douala 1er. C'est donc définitivement une affaire à suivre. Et le Cameroun bat son propre record de contamination au Covid-19, alors qu'en juin 2020, le pic de contamination était de 2028 cas positifs. En l'espace d'une semaine, le pays a enregistré 2152 cas positifs en quelques jours durant le mois de février 2021. Face à cette nouvelle vague de contamination, le gouvernement n'a annoncé aucune mesure supplémentaire. Les pouvoirs publics se sont contentés de rappeler la nécessité d'observer les mesures barrières édictées depuis l'année dernière. Compte rendu, Joël Essengue et Ike Cyril. Comparé à l'ensemble de l'année 2020, le Cameroun bat son propre record alors que nous ne sommes qu'au mois de mars 2021 en ce qui concerne la transmission du coronavirus. L'année dernière, lorsque nous étions au mois de juin, entre le 14 et le 21 juin, on a connu notre pic avec 2028 cas en un jour. En une semaine, je vais dire, en une semaine. Or, nous venons de battre notre propre record. À la fin du mois de février, nous avons pour cette semaine-là eu 2152 cas. Donc ça veut dire que nous avons dépassé pour le mois de février le pic que nous avons eu au mois de juin. Le gouvernement note également que si en 2020 les personnes âgées étaient les plus infectées,
En 2021, le coronavirus passe aussi par les enfants. Nous testons des enfants, certains sont positifs, mais les parents cachent cette information, laissent les enfants venir à l'école contaminer d'autres. Il y a un problème à ce niveau également. Donc, je crois que c'est des explications pour une transmission communautaire actuelle. Sur les mesures prises face à cette nouvelle vague de contamination, les pouvoirs publics annoncent une restriction au niveau des frontières. Il y a des vols commerciaux qui ne peuvent arriver que sur autorisation spéciale. Les gens qui viennent doivent avoir un visa au débarquement délivré par le délégué général à la sécurité nationale. L'entrée au Cameroun est donc désormais contrôlée, une mesure qui porte des fruits selon le gouvernement. Des cas importés de coronavirus ont été stoppés dans les aéroports de Yaoundé et Douala. Pour la période allant du 1er janvier au 24 février, nous avons débarqué pendant cette période à Douala 25 105 passagers. Sur ces nombres-là, on a testé positivement 96. Pour la même période à Yaoundé, nous avons débarqué 13 378 passagers. Et sur les 13 378, il y avait 27 positifs. La transmission est donc essentiellement communautaire. Et dans son analyse, le gouvernement dénonce l'irresponsabilité des citoyens. Il nous semble plus qu'urgent et impérieux d'en appeler au sens de responsabilité de nos concitoyens, afin qu'ils ne perdent pas de vue que comme ailleurs, la pandémie du coronavirus continue de circuler au Cameroun et qu'ils aient constamment à l'esprit ces propos du chef de l'État dont la pertinence n'est plus à démontrer. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Chacun doit se sentir concerné et apporter sa contribution au combat contre la propagation de ce virus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. En réalité, la sortie des pouvoirs publics vise à rappeler la nécessité d'observer les mesures barrières déjà édictées, à savoir le port du masque de protection, le lavage des mains à l'eau coulante et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique, la distanciation physique au cours des rassemblements. Rien de nouveau en somme dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. À côté de cette deuxième vague d'épidémie meurtrière de coronavirus, il y a une résurgence de l'épidémie de poliomyélite avec 2 cas de poliovirus détectés dans le district de santé de la Cité Verte à Yaoundé. Cette nouvelle épidémie de polio remet sur la table l'enjeu et la réticence des parents à faire vacciner leurs enfants. Le comité national chargé de l'éradication de la polio tire la sonnette d'alarme et invite les parents à recourir au vaccin pour protéger leurs enfants. D'autres prescriptions sont évoquées dans ce reportage signé Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Ce n'est pas encore la grande panique, mais la récente détection de 2 cas de poliovirus dans les environs du Palais des Sports remet sur la table la sempiternelle question de la vaccination, laquelle ne fait plus courir les parents. Ce ne sont pas des cas de polio découverts chez des humains. Ce sont des cas de virus polio découverts dans l'environnement, c'est-à-dire dans les toilettes de cette localité. C'est un signal d'alerte extrêmement fort qui témoigne simplement du fait qu'il y a une baisse de l'immunité collective dans cette zone et très probablement dans d'autres villes du pays. Par conséquent, cette alerte doit absolument nous frapper parce que ça veut dire que la population, les familles
ont baissé la garde vis-à-vis des vaccinations que nous réclamons. Dans un communiqué rendu public le 22 février dernier, le ministre de la Santé publique, tout en regrettant cette résurgence de la polio, rappelait les bienfaits du respect scrupuleux des règles d'hygiène de base, tout comme il attirait l'attention de la communauté sur le respect du calendrier de vaccination. Nous devons continuer à vacciner encore plus les enfants parce que l'immunité collective repose sur le grand nombre d'enfants qui sont vaccinés. Alors malheureusement, depuis la pandémie du Covid, beaucoup de parents hésitent à retourner dans les centres de vaccination pour faire vacciner leurs enfants. Et d'autre part, il ne faut pas le cacher, beaucoup de familles et beaucoup de parents sont victimes des rumeurs négatives sur la vaccination. Donc par conséquent, la découverte des cas de poliovirus dérivés circulants témoigne justement de ce que la population doit faire très attention, elle doit se réarmer. Si le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a déjà pris des mesures en vue de limiter la transmission de ce virus, il reste que la communauté tout entière doit également jouer sa partition. Lorsqu'on sait que le risque de propagation du virus est élevé, il y va de la santé des enfants. Si nous continuons à baisser la garde, si nous continuons à nous détourner des centres de vaccination, nos enfants courent des risques incommensurables pour contracter une maladie qui ne se soigne pas et qui malheureusement laisse des séquelles pour toute la vie. Il n'est pas normal que la population se laisse induire dans cette espèce de laxisme parce que l'immunité collective qui est, je dirais, l'équivalent de ces gendarmes et de ces policiers qui veillent sur la sécurité des populations dans les quartiers a disparu, a tendance à disparaître. Et qu'est-ce que vous voulez ? Le poliovirus se comporte comme ce brigand, ce malfaiteur qui, ne voyant plus la police, ne voyant plus la gendarmerie, se dit « je peux recommencer mes 4 coups ». Voici 8 mois que le Cameroun a obtenu le statut de pays libre de la circulation du poliovirus sauvage. La détection de 2 cas de type 2 dans des prélèvements environnementaux dans le district de santé de la Cité Verte rappelle combien nous ne devons aucunement dormir sur nos lauriers, puisque l'ennemi rôde toujours et attend la moindre faille pour frapper. Le ministère de la Défense réagit après la publication du rapport de Human Rights Watch sur les témoignages et documents faisant état de destruction, viol et meurtres commis le 1er mars 2020 par les éléments de forces de défense et de sécurité dans le village d'Ebam, situé dans le département de la Maniou, région du Sud-Ouest. Selon ce communiqué, le ministère de la Défense reconnaît qu'une opération de bouclage a été lancée au petit matin du 1er mars 2020, opération menée par les éléments du 22e bataillon d'infanterie motorisée. Selon l'armée, l'objectif de l'opération était de mettre hors d'état de nuire des terroristes armés qui avaient fait de cette localité une base arrière de planification des attaques dans l'arrondissement de Eyou-Modiok et ses environs. Dans ce communiqué, le ministère de la Défense précise que l'opération a été menée par une vingtaine de soldats et non de 50 soldats tels que l'affirme Human Rights Watch. Le bilan au terme de ce bouclage, qui a duré quelques heures, était de 16 motocyclettes saisies, une arme artisanale et des munitions récupérées, un terroriste neutralisé, 35 individus interpellés et mis à la disposition de la compagnie de gendarmerie de la localité pour exploitation. Selon l'armée camerounaise, les personnes interpellées ont été remises en liberté dans la soirée de ce même dimanche 1er mars 2020 après un interrogatoire. Le ministère de la Défense se demande en quoi le bouclage d'une base terroriste clairement repérée constituerait une grave violation des droits de l'homme. L'armée reproche à Human Rights Watch de prendre maladroitement fait et cause pour des groupes armés en préférant diaboliser une armée camerounaise qui poursuit ses missions dans le respect de ses règles d'engagement et sait avoir la main disciplinaire lourde sur ces hommes en indélicatesse. Les États-Unis d'Amérique ont eux aussi réagi, disent être profondément troublés par des informations qui font état d'un raid militaire survenu à Ebam, dans la région du Sud-Ouest, il y a 1 an. Ce raid militaire a entraîné des violences contre des civils. Les États-Unis condamnent toutes les violences qui ciblent les civils et ils appellent à une enquête immédiate sur l'incident présumé et l'identification des auteurs de ces actes. Le fait que cette attaque, si elle est avérée,
ait pu être méconnue pendant 1 an témoigne, selon les États-Unis, du rôle important que joue la société civile et les organisations médiatiques pour aider les gouvernements à respecter leurs obligations envers leur peuple. Sur un autre front de guerre contre le terrorisme, les populations ont fui la localité de Mozogo, située à l'extrême nord du Cameroun. Elles dorment en forêt, elles ont été contraintes à fuir leur domicile, redoutant les multiples attaques des bandes armées et des groupes armés terroristes dans cette partie septentrionale du Cameroun. Face à ces multiples exactions menées par les combattants de Boko Haram et autres groupes de bandits, elles interpellent les pouvoirs publics et demandent leur aide et plus de sécurité. C'est un grand reportage signé Amadou Daïrou et Gladys Sidié. La localité de Mozogo, dans le département du Mayo-Moskota, à l'extrême nord, s'est vue vider peu à peu de la grande majorité de ses habitants. Ces derniers fuient les exactions de la secte islamiste Boko Haram. Plusieurs habitants ont été tués, certains enlevés et du bétail emporté par les assaillants. À l'exemple, hier dans la soirée, environ de 15 h, on a pris une femme là qui est partie chercher le bois dans le quartier Maïgbori. Et qu'on a voulu l'intervention militaire, ça n'a pas eu lieu. Et que les comités de vigilance, ils n'ont que les machettes et les bâtons à main. Ceux-là viennent avec les kalachnikovs, tout ça, là, les armes lourdes. On ne peut les poursuivre. Même l'élevage, dès qu'on voit il y a 1, 2, 3 béliers ou les bœufs chez toi, on vient de force là, on va prendre. Les attaques sont régulières. Il y a des fois même les attaques dans une demi-heure. Il y a une attaque à Kaliari, il y a l'autre attaque à Maïgbori. Actuellement, la boutique que vous voyez, ça a été attaqué plus de 2 ou 3 fois. Les affaires que vous voyez actuellement comme ça, dès que quand ça sera 18 h, je commence à ramasser pour amener à l'intérieur. Et c'est par rapport à l'insécurité. Parce que 2 ou 3 fois, maintenant le pourquoi, je ne me fatigue pas. Chaque soir, chaque matin, je me lève 5 h ou 6 h, je reviens encore, je ramasse pour venir arranger ça. Ceux des habitants de Mozogo qui sont restés sur place disent avoir été contraints d'abandonner leur domicile pour se réfugier en brousse, s'exposant davantage au danger. Mais un danger qu'ils préfèrent, disent-ils, comparé aux affres de Boko Haram dans cette région. On marche comme ça là, on ne sait quoi faire. On n'arrive même pas à manger chez nous. On mange même en brousse, on dort même en brousse avec le temps de froid-ci. On dort en brousse, il pleut, on dort dans la pluie. Les bureaux sont fermés. Ils ont peur de venir à cause de l'insécurité. Même nos enfants même ne viennent même pas à l'école maintenant, ils ont peur à cause de l'insécurité. Que le gouvernement regarde quand même de notre côté pour nous envoyer les militaires contre ça. Parce qu'on abandonne la maison, on dort en brousse. C'est la réalité. Les gens ne dorment pas à la maison, on dort en brousse. Nous attaquer. Ils viennent avec le cheval, ils viennent avec la moto. Même dans la journée, ils n'ont même pas peur, ils viennent maintenant comme ils veulent. Les membres du comité de vigilance disent être à bout de force. Le matériel mis à leur disposition est insuffisant pour couvrir toute la zone ciblée par les hors-la-loi. Comme une bouffée d'oxygène, la commune de Mozogo vient de doter le comité de vigilance local de matériel roulant, machettes, torches et autres équipements. Nous demandons encore beaucoup plus à chef de l'État de renforcer les militaires sur le terrain, surtout la zone qui tend de Zélevek jusqu'à Asigassia. Il faut donc cette guerre prendre fin parce que nous sommes déjà fatigués. Nous enregistrons une trentaine de villages qui se sont déplacés parce qu'ils se sentaient menacés effectivement de l'insécurité qui prône nuit et jour. Cet exode massif des populations observé à Mozogo actuellement est aussi vécu dans plusieurs autres localités dans la région de l'extrême nord. En bref, à présent, les images de cet accident survenu dans le septentrion, notamment à 15 km de Mokolo, impliquant un bus de Mokolo Express et une moto transportant un enseignant et un étudiant
de l'université de Marois. Selon des témoins, il ressort que le conducteur de la moto roulant à vive allure s'est retrouvé face à ce bus de Mokolo Express. L'enseignant est mort sur place. L'étudiant transporté à l'hôpital régional annexe de Mokolo y a rendu l'âme quelques minutes plus tard. Le préfet du département du Mayo-Sanaga, David Dako Dibango, est descendu sur le lieu constater les dégâts et s'est rendu également à l'hôpital, là où est décédé l'étudiant de l'université de Marois. Dans l'escale internationale, au Tchad, l'opposant Saleh Kebzabo se retire de la course à la présidentielle prévue le 11 avril prochain. Pour justifier sa décision, le principal challenger du président Idriss Déby Itno à 4 reprises, challenger durant les différentes élections présidentielles précédentes, dénonce cette fois-ci la militarisation du Tchad et de N'Djamena, l'insécurité, l'intimidation qui risque selon lui d'entacher la campagne électorale à venir, notamment pour les candidats opposants au régime d'Idriss Déby Itno, dénonçant une mascarade à grande échelle qui s'annonce. Saleh Kebzabo accuse le gouvernement tchadien de ne pas vouloir rembourser ses frais de campagne lors de la précédente élection présidentielle. Son retrait intervient au lendemain d'une tentative d'arrestation d'un autre candidat déclaré, Yaya Dilo, qui s'est soldé par la mort d'au moins 2 personnes à son domicile. Le porte-parole du gouvernement tchadien avait indiqué que les forces de sécurité et de défense avaient réagi en légitime défense après avoir subi des tirs venant de la résidence de cet opposant, Yaya Dilo. En sport football, quelle est la vision de Patrice Motsepe, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football? Il veut rendre le football africain comme le meilleur dans le monde à travers une stratégie d'aménagement et de construction des infrastructures sportives à travers le continent africain et une plus grande professionnalisation du championnat de football jeune sur le continent. Évocation à la fois d'une partie des points sur lesquels il compte moderniser et pouvoir rendre le football africain meilleur sur le continent et dans le reste du monde. C'est évoqué dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. De son township natal de Soweto, près de Johannesburg, où il voit le jour le 28 janvier 1962, en plein régime d'apartheid en Afrique du Sud, le jeune Patrice Motsepe, contrairement aux autres gamins de son âge qui errent dans les rues, il côtoie très tôt les activités de commerce, aidant son père Ngozi Augustine Motsepe. Très jeune, j'ai été initié dans les activités de commerce de mon père. Son cycle primaire et secondaire bouclé, Motsepe suit des cours de droit minier, tout en conservant ses rudiments en commerce et le flair du business de sa tendre enfance. Fervent défenseur de la cause noire pour les injustices subies par sa communauté, l'engagement politique du docteur Motsepe n'égale que les combats de son idole et maître politique, Nelson Mandela, le prisonnier de Robben Island, devenu plus tard premier noir président de la République d'Afrique du Sud. Hola Madiba, hola. Hola Madiba, hola. La libération de Nelson Mandela en 1994, un jour historique pour nous. Je me rappelle bien, mon épouse Precious et moi fondions en larmes. Et comme beaucoup de Sud-Africains, nous ne croyons pas voir un jour Nelson Mandela prêter serment en tant que président de l'Afrique du Sud. Cadre de l'African National Congress, parti historique dans la lutte de libération des Noirs en Afrique du Sud, Dr Patrice Motsepe garde en mémoire des échanges inoubliables avec Nelson Mandela à une rencontre d'hommes d'affaires en 1999. Il m'a dit à cette réunion, tu déclarais que ceux qui ont du succès, notamment les intellectuels, les fortunés, leur avenir n'est prometteur que si celui des pauvres, les chômeurs et les marginalisés est assuré.
and the marginalized have a future. L'ascension sociale de Patrice Motsepe démarre en 1994 avec la création de Future Mining, puis African Rainbow Minerals Gold, 3 ans plus tard. À la faveur de la loi du Black Economy Empowerment, Motsepe, le self-made man, roule sa bosse dans les mines, devenant le tout premier milliardaire d'Afrique du Sud, classé 10e fortune du continent. Son succès, il le doit à sa vision de la vie d'un monde de justice, d'équité et d'honnêteté. Son horreur, la corruption dans les affaires. C'est une obligation pour nous d'éviter toute corruption dans nos engagements contractuels avec les hommes politiques. Affichons plutôt la tolérance zéro. Avec une richesse de 1200 milliards de francs CFA, Patrice Motsepe a mis en place une fondation pour soutenir les Sud-Africains dans l'éducation, l'emploi et la recherche du bien-être de tous. Vous venez de suivre la vision politique et l'ascension sociale du docteur Patrice Motsepe, sud-africain, qui a combattu aux côtés de l'ANC et qui est devenu l'un des tout premiers milliardaires sud-africains, candidat dans la course à la présidence de la Confédération africaine de football. Demain, nous évoquerons à la fois les différents points sur son engagement à être président de la Confédération et sa vision pour le football africain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités en direct de Yaoundé pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir.